Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado, elle, mes animaux, chose promise, chose due finalement, par rapport à toutes vos questions que vous m'avez posées la semaine. Et ben, on va essayer d'y répondre. On va essayer de voir un peu les questions, on va prendre les plus pertinentes et on va essayer de faire justement une vidéo où je réponds au à toutes les commentaires sur le contenu que j'ai pu produire la semaine qui donc cette semaine-là, la semaine qui vient de se terminer. Allez, on commence tout de suite avec, peut-être une première question. On va essayer de voir un peu ce qu'on a. Hem C'est une question donc sur le dos bloqué, une vidéo que j'ai faite sur Cléo, un chien qui avait le dos bloqué et je titre la vidéo «Comment l'ostéopathie peut décoincer l'animal». C'était vraiment une vidéo intéressante où finalement j'avais la caméra et il y a ce chien qui vient, qui a vraiment le dos totalement courbé, voussé, et donc du coup, je montre un peu sur plusieurs minutes avec des coupures comment on peut soulager l'animal et il y a Sassori qui me dit, «C'est impressionnant, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous montrer des gestes pour les chats arthrosiques qui ont mal au dos un peu rond, pattes arrière qui lâchent, chat qui s'étire le dos, dès qu'il se lève de sa sieste ou de sa pause après ses activités? Merci pour vos vidéos très instructives». Est-ce que je peux pas montrer ça? Voilà, je peux pas montrer forcément des vidéos comme ça sera trop compliqué. Je pense que, aujourd'hui, Mado aime les animaux, c'est démontrer que l'ostéopathie peut être efficace. C'est surtout ça. Elle l'est largement, mais c'est donner envie aux gens de découvrir cette pratique et donner envie aux gens de consulter localement des ostéopathes ou des vétérinaires ostéopathes, peu importe, pour essayer d'avoir finalement se servir de l'efficacité et de la puissance de l'ostéopathie. Je pense que c'est surtout ça important, c'est surtout ça qui est important dans cette vidéo-là et c'est pas tant essayer de montrer des techniques que vous allez peut-être mal faire, mal reproduire. Par contre, un jour peut-être un stage pour être intéressant, pour montrer aux gens comment, palper, comment sentir, peut-être comment masser parce qu'il y a le je dis toujours le pouvoir de la main, le pouvoir de la caresse qui peut vraiment être intéressant. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement, considérer un jour, de faire des stages où on montrerait un peu les gens comment masser le chien. Mais tout ce qui est technique d'ostéopathie, ça s'apprend, c'est assez long, il y a le ressenti qui se développe. Donc il y a aucune technique que je peux montrer aux gens, sur un écran et je pense que ça n'ira pas pour ce chat-là. Donc on peut peut-être conseiller à cette dame finalement, Sassori, d'aller, consulter un, ostéopathe ou un vétérinaire ostéopathe. Voilà pour, finalement la première question. La deuxième question, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, oui, une vidéo que j'ai fait sur l'Arpagophytum cette semaine, hein. «Bonjour et merci pour cette vidéo, j'ai besoin de votre conseil». Donc ça, c'est Sylvie qui m'envoie ça. «Ma chienne de 6 ans a eu», donc si je comprends bien, a eu les 2 genoux opérés de ligaments croisés, droit et gauche, hein. Elle a de l'arthrose au genou droit, je lui donne de la moule verte. Est-ce que je pourrais associer votre complément, la griffe du diable, avec la moule verte? Merci d'avance. Bah, bien évidemment, il y a pas de souci. Vous savez, dans les plantes, il y a beaucoup d'associations qui peuvent être faites. Donc la moule verte, c'est plutôt un complément qui est vraiment intéressant, qui vient d'une moule verte, qui a la couleur verte, qui a l'apparence verte et qui ne peut pas être produite en France, hein. On est plutôt, si je me trompe pas, dans l'océan Pacifique. Et c'est là où on produit et qu'on a cette moule verte. Elle a des vertus extrêmement intéressantes et bien sûr qu'on peut la mélanger avec une plante comme l'Arpagophytum et j'ai envie de vous dire, c'est même d'ailleurs ce que fait le laboratoire, je le cite, un GreenVet qui fait le Pernacox et qui donc dans ce Pernacox-là mélange, la moule verte avec l'Arpagophytum et avec la reine des prés. Donc l'association dans ce complément-là est déjà fait et vous pouvez prendre séparément et donner la moule verte d'un côté et l'Arpagophytum de l'autre, sans aucun problème pour avoir un effet et je vous le conseille fortement si vous avez un animal qui a été justement opéré des 2 genoux, il y a certainement donc il y a de l'arthrose, vous le confirmez, il y a beaucoup d'inflammation et l'Arpagophytum est efficace sur surtout, les problèmes inflammatoires qui durent, qui sont assez installés. Donc bien évidemment qu'elle peut se mélanger, à la moule verte sans aucun, problème. Passons à la question suivante. Et oui, la question toujours sur l'Arpagophytum, parce que je parle du curcuma dans cette vidéo-là. Et il y a donc AYMPC25, un nom un peu bizarre, je ne le connais pas ce nom-là, hein, qui me dit il y a la poudre du curcuma aussi dans l'alimentation. Là, je pense que cette personne fait référence peut-être à des compléments, plutôt des paquets de croquettes, à mon avis, qui contiennent peut-être de la curcuma. C'est possible, c'est possible. Je ne sais pas si dans son paquet de croquettes ou autre, je sais pas ce qui c'est ça qu'il voulait dire. Il y a du curcuma dedans, c'est possible.
Et si c'est le cas, bah, j'ai envie de dire tant mieux, mais je ferai attention au dosage, si c'est le cas, parce que justement le dosage est peut-être un peu inférieur. Il y a une vidéo où je parle de la plante, anti-cancer de l'intestin et là je délivre dans cette vidéo-là, finalement le dosage que vous pouvez donner de curcuma en poudre et que vous pouvez rajouter dans l'alimentation sous forme de gélule. Si vous le mettez sous forme de poudre directement, ça peut, à mon avis, décontenancer pas mal d'animaux. Donc je vous conseille de prendre des gélules et là, vous aurez un meilleur dosage. Si vous avez une plante qui est déjà, finalement intégrée, dans un paquet de croquettes, je pense que le dosage va être assez faible et aussi, il faut se poser des questions de comment cette plante a été intégrée et si elle reste efficace tout le long, de l'ouverture du paquet de croquettes qui parfois, chez certaines personnes, dure assez longtemps et à mon sens trop longtemps. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Allez, on continue avec d'autres questions encore. On a quoi? Sasori, toujours qui revient et elle me dit: «Merci beaucoup Mado. Est-ce que si le chat a une, insuffisance rénale chronique, est-ce que ces compléments sont sûrs pour mon chat?» Elle fait référence toujours à la vidéo sur l'Arpagophytum qui est la plante anti-inflammatoire, traitement naturel donc de l'arthrose et elle me dit: «Est-ce qu'il y a une contre-indication? Je donne déjà de l'arpagophytum, du curcuma, des oméga 3, pas de moule verte, ni de chondroïtine sulfate, ni de glucosamine, par crainte pour ses reins». Pour moi, il y a pas de crainte, hein, Sasori. Pour moi, il y a pas de crainte pour les reins. Pour ce genre de choses, il y a pas de crainte. Est-ce qu'ils sont sûrs? Oui. Est-ce qu'ils sont sûrs? Est-ce que l'arpagophytum, le curcuma, les oméga 3 et la moule verte ont déjà, on va dire, été impliqués dans des problèmes de reins? À mon sens, franchement, non. Est-ce que la glucosamine et la chondroïtine aussi ont été impliquées? Non. Il y a tous ces compléments alimentaires sont sûrs, bien évidemment, on respecte, les dosages, mais pour moi, un chat qui est insuffisant rénal et qui a de l'arthrose, justement, il peut largement avoir ces compléments-là. Parce que ce qui va être moins sûr, ça va être, finalement, l'emploi de l'anti-inflammatoire ou de l'antidouleur classique. Donc allez-y, n'hésitez pas à utiliser le curcuma, l'arpagophytum, les oméga 3, la moule verte, si votre animal est insuffisant rénal, il y a aucun souci, il y a aucun problème là-dessus. Marie, bonsoir, mon chien cavalier King Charles fait des crises d'épilepsie. Quels médicaments et quels conseils? Oui, alors sur la chaîne Mado aime les animaux parce elle commente quelle vidéo Marie? Marie, elle commente encore une fois l'Arpagophytum. Il y a beaucoup de commentaires sur l'Arpagophytum. Hem, quel conseil? Tout simplement, les vidéos que j'ai faites, le conseil, hein, rappelez-vous, si vous connaissez la chaîne Mado Mes Animaux, l'une des premières vidéos que j'ai fait sur l'épilepsie, c'était la nourriture. Il faut absolument changer la nourriture. Je me permets aujourd'hui, de reparler de ça et finalement de réinsister. Il faut vraiment essayer de changer la nourriture et de baisser les glucides qui sont souvent en quantité trop importante et qui peuvent, dans certains cas, pas toujours heureusement, sinon on aurait beaucoup plus de crises d'épilepsie, mais qui peuvent exciter le cerveau. Les glucides ou les sucres sont des excitants du cerveau. D'ailleurs, c'est une source d'énergie très appréciable. Quand on a un petit coup de mou, on prend un peu de glucides, on prend un peu de sucre et d'un seul coup, ah, je me sens mieux. Donc la barrière, la capacité des glucides et des sucres à arriver au cerveau et à fournir de l'énergie, elle est extrêmement rapide, mais elle peut aussi être excitante. Et c'est ça qu'on veut pas. Donc si on a un animal qui a de l'épilepsie pour des raisons parfois qui sont difficiles à comprendre et qui en plus a des glucides, des glucides qui excitent, il va favoriser ces crises. Donc on faut, dans ces cas-là, baisser les doses. Et baisser les doses de glucides, c'est donner, par exemple, des croquettes qui sont des croquettes de régime. Je donne dans la vidéo sur l'alimentation et l'épilepsie. Je donne 2-3 exemples. Je donne les croquettes de régime qui sont moins riches en glucides. Je donne les croquettes diabétiques également qui sont conçues pour les animaux diabétiques et qui vont être aussi moins riches en glucides. Je parle également du barf qui est peut-être une solution un peu plus radicale où là on va faire chuter de manière assez importante le taux de glucides. Et puis la fameuse ration ménagère, cuisinée pour son animal avec un vétérinaire qui vous aide et qui dira ok, si cet animal-là est épileptique, on va essayer de baisser également les glucides. Donc il y a plein de choses à faire, mais en numéro un, c'est ça. Et puis j'ai envie de dire en numéro 2, si on n'a pas envie de s'embêter avec ça, je trouve ça bien dommage, mais en numéro 2, c'est le CBD. Et je viens de sortir une vidéo il y a quelques semaines sur les crises d'épilepsie réfractaires, celles qui ne répondent pas au traitement, et l'emploi du CBD. Donc il faut essayer de se servir justement de ça. Et je dirais pour Marie que les deux choses à faire en priorité pour son cavalier King Charles, c'est justement
baisser le taux de glucides, je viens de l'en parler, et puis le CBD. Et puis, tiens, on peut aussi rajouter encore quelque chose, c'est donner du bon gras, donc donner de l'huile de coco. J'en ai parlé aussi sur ma chaîne. L'huile de coco a des vertus aussi qui permettent de faire baisser le niveau de crise d'épilepsie. L'huile de coco qu'on rajoute dans l'alimentation, l'odeur est agréable et souvent le chien va prendre cette huile de coco sans aucun problème. Donc voilà mes 3 conseils, la nourriture, le CBD et l'huile de coco. Pascal qui me dit: «Très intéressant, sur ma vidéo, regarde ton chien dans les yeux». Effectivement, j'ai fait une vidéo «Pourquoi regarder son chien dans les yeux?» et cette vidéo-là, elle parle tout simplement de ce qu'on appelle la synchronisation des 2 cerveaux. Quelque chose qu'on avait déjà démontré et qu'on sait déjà depuis longtemps entre les espèces, on va dire intra-espèces, hein. Donc, par exemple, la maman pour son petit, la mère, pour, sa fille ou son fils. Donc on sait que ça agit chez les humains, on sait que ça agit chez les animaux et on a démontré qu'on avait quelque chose qui était interspécifique. C'est-à-dire que là, on avait aussi quelque chose qui se passait entre des animaux d'espèces différentes. Ici, d'un côté, l'humain et de l'autre côté, le chien. Et donc, regarder son chien dans les yeux va permettre de créer une connexion et va permettre d'activer des zones de connexion dans le cerveau, les mêmes chez les humains et les mêmes chez son chien lorsqu'on le regarde dans les yeux. Et donc, c'est ce lien un peu de synchronisation du cerveau et j'en parle. Et donc, c'est très important lorsqu'on a un animal de le regarder dans les yeux et de lui parler, de le caresser. Et effectivement, Pascal commente là-dessus en disant que dans les faits, on se rend compte qu'on lit beaucoup d'informations dans le regard de notre loulou, mais que lui aussi recherche des informations dans notre regard, outre l'intonation des mots. Merci beaucoup pour la vidéo. Ben oui, parce que c'est ça. Il y a pas là-dessus, c'est exactement ça et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important, de garder ce lien et d'avoir cette connexion dans le regard de son animal, peu importe les conditions et c'est peut-être encore plus vrai si on a envie de corriger certains comportements et c'est ce lien-là qu'on peut créer et cette synchronisation, elle est facile à faire puisque dans l'expérience, on prenait des chiens qui ne connaissaient pas les humains. C'était même pas des propriétaires qui étaient habitués à au regard de leur propre animal. Non, c'était des beagles, parce qu'on prend souvent des beagles, hein, malheureusement, c'était des beagles qu'on avait pris, on avait pris des êtres humains au hasard et on a vu que ce lien-là, cette synchronisation se faisait de manière assez facile. C'est pas étonnant quand on voit que le chien finalement est le meilleur ami de l'homme et qu'il a été domestiqué il y a plusieurs milliers d'années et qu'il y a un lien vraiment très fort entre le chien et l'homme par rapport à ça. Pas étonnant du tout. Enchaînons avec la prochaine question. Eh oui, comment évaluer la douleur de son propre animal de manière facilement? Et il y a The Spike qui me dit: «Sujet qui tombe à pic car notre chienne boite depuis un peu plus de 24 heures, mais c'est une dure au mal. Maltraitance importante des anciens propriétaires, brûlure sur une grande zone du dos et elle a perdu un œil. Malgré le questionnaire, elle est tout juste à 1 sur 24. Faut-il prendre ce paramètre? Faut-il prendre ce paramètre en compte?» Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Dans cette vidéo-là, je vous délivre l'échelle de Glasgow, qui normalement est une échelle qui est utilisée pour les vétérinaires lorsque l'animal est hospitalisé. Et cette échelle-là, elle vise à savoir si l'animal a mal et s'il a besoin d'avoir de l'analgésique ou en tout cas de modifier un peu le protocole. On est post-opératoire, on l'a opéré. Est-ce qu'on doit ou pas monter un peu les doses antidouleurs? Est-ce qu'il a mal? Et donc, je montre dans cette vidéo qu'on peut largement détourner ce protocole, on peut le détourner et on peut nous-mêmes remplir ce questionnaire et donc répondre aux différentes questions, scorer. Et lorsqu'on arrive à plus de 6 sur 24, parce que lorsqu'on répond à des questions, plus elles sont graves, plus on prend des points et plus on fait monter un peu la note. Si on est à plus de 6 sur 24, là, il faut se poser des questions. Et là, il faut donc du coup se dire: «Il faut que je consulte mon vétérinaire, en tout cas mon chien a certainement mal». Donc là, c'est intéressant parce qu'on a un cas très, on va dire, pratique où l'animal, il est à 1. Je pense que s'il est à 1, faut-il prendre ce paramètre en compte? Oui, bien sûr, si vous remplissez bien le questionnaire et que votre animal, il est à 1, je pense qu'il y a pas trop d'inquiétude à se faire. Par contre, je parle souvent de savoir si l'animal a mal pour ici avoir un peu savoir si on doit consulter ou pas, savoir si on doit appeler son animal en urgence, appeler son vétérinaire, pardon, c'est mieux, en urgence pour essayer de faire quelque chose avec l'animal. Ça ne veut pas dire non plus que ça vous dispense d'aller voir le vétérinaire si votre chien boite.
Bien évidemment, s'il boite, il faut trouver la raison et aller voir son vétérinaire est important. Mais je pense que c'est hyper fondamental de ne pas paniquer. Et ce questionnaire-là, il sert à ça. OK, mon chien boite, je remplis, je suis à 2. Je sais qu'à 6, l'échelle de Glasgow, qui est assez fiable, me dit antalgique, certainement, faut faire attention. Je suis à 2, ici, je suis à 1. Je ne stresse pas, j'appelle mon vétérinaire, on prévoit une consulte dans les jours à venir pour me rassurer, pour trouver une solution à la boiterie. Parce que s'il boite, il y a des grandes chances qu'il ait mal, c'est même sûr. Et donc, il faut aussi trouver la solution. D'accord? Donc, ne pas paniquer, justement, si on remplit bien un questionnaire et qu'on est inférieur à 6, c'est une très bonne nouvelle. Merci Mado, j'ai appris des choses sur les vertus du curcuma. Si tu peux nous parler du dosage de la curcumine dans l'arthrose des animaux, étant donné que chaque véto naturopathe a un avis différent, c'est Sassori que je salue parce qu'elle a beaucoup commenté la semaine dernière, elle pose plein de questions. Merci pour son soutien et aussi des commentaires qui font chaud au cœur. Mais Sassori, donc du coup, Sassori, bon, un petit coup, je le réponds. Enfin, je vous réponds, c'est mieux. On va quand même. Le vouvoiement est important, hein, forme de respect. Donc Sassori, oui, curcumine. Bon, pour les gens qui ne savent pas, le curcuma contient des composés qu'on appelle justement les curcuminoïdes, donc par exemple la curcumine, et on va l'extracter parfois. C'est-à-dire qu'on va prendre justement que la molécule active dans le curcuma et on va en faire un complément ou alors on va la tester. Les scientifiques aiment bien faire ça. Ils aiment bien faire ça parce que il y a une manipulation qui est faite sur la plante et on prend l'élément qui marche et après souvent on va le breveter, on va en faire des compléments alimentaires. Donc il y a quand même, faut dire aussi derrière tout un business. La curcumine, il y a un dosage chez le chien et je vous le donne tout de suite si vous le souhaitez, c'est environ 6 milligrammes par kilo. Si jamais demain je devais donner pas de curcuma, mais seulement de la curcumine, et si je regarde la composition et que je vois que j'ai une gélule qui contient 100 milligrammes de curcumine, j'adapte les doses par rapport à mon chien et je donne 6 milligrammes par kilo, en sachant qu'il y a une dose toxique aussi qu'il faut faire attention. C'est une dose qui contient 20 milligrammes par kilo. Donc 20 milligrammes. Alors attention au piège, je parle vraiment ici de la curcumine, je ne parle pas du curcuma. OK? C'est très important. Donc c'est très important parce que lorsqu'on prend juste la molécule active, c'est là où on peut avoir des effets secondaires. Si on prend la plante en entier, pardon, c'est là où on diminue le risque d'effets secondaires et il y en a quasiment pas pour le curcuma, à part des troubles digestifs. Par contre, si on prend le composé actif, là, on risque d'avoir des effets secondaires. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Moi, personnellement, je donnerais du curcuma. Je donnerais la plante entière. Je n'irais pas m'embêter avec la curcumine, sauf pour des doses et des pathologies pardon, qui sont un peu plus graves, où là, j'ai envie d'avoir un bon dosage de curcumine. Là, effectivement, j'essaierai d'avoir un complément et de savoir s'il est titré, comme on dit, dosé en curcumine et d'adapter le dosage. Je l'ai déjà fait, je crois, quelques fois sur des cas particuliers où vraiment, pour le coup, notamment des cancers, je crois, j'avais déjà fait. Où là, vraiment, pour le coup, je veux, on va dire, une curcuma fortement dosée en curcumine et apporter plutôt de la curcumine dedans, dans le corps de l'animal. Donc, 6 milligrammes par kilo de poids pour essayer de traiter un animal avec seulement la curcumine. Mais encore une fois, moi, je conseille de donner le curcuma et vous avez le dosage dans la vidéo qui s'appelle «La plante anti-cancer de l'intestin». Ce qui est une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques mois où je donne le dosage du curcuma, la poudre en entier, qui moi, pour moi, est une manière beaucoup plus naturelle et simple de donner du curcuma et qui respecte mieux, on va dire, le principe du totem de la plante, c'est-à-dire donner la globalité de la plante plutôt que le petit composé isolé. Continuons, continuons encore avec d'autres questions. Est-ce que j'en ai d'autres? Merci pour ce partage divin. J'utilise régulièrement le curcuma, notamment dans le lait d'or en cure. Ouais, le lait d'or, je connais aussi. J'aime beaucoup. Très bon à savoir pour les animaux. Le lait d'or qui est un mélange, hein, il me semble, de curcuma avec d'autres composés, mais je ne sais plus lesquels. Est-ce qu'on pourrait donner du lait d'or aux chiens? À mon avis, oui, on pourrait largement. Mais le problème du curcuma dans le lait d'or, à mon avis, c'est que c'est assez épicé, encore une fois, et que si on donne ça avec une cuillère, je suis quasiment sûr que mon chien le prendrait, parce qu'il mange vraiment tout. Je lui donne actuellement de l'artémésia, qui est une plante assez amère, et le chien, dans sa ration que je cuisine pour lui, le mange béto, hein, le mange sans problème, cet artémésia. Donc je pense que certains chiens pourraient aimer, mais la majorité aurait vraiment du mal avec cette poudre de lait d'or à cause du curcuma. Donc encore une fois, mieux vaut être en gélule, mais est-ce que le lait d'or pourrait marcher et être intéressant? Ou bien sûr, qui peut l'être, sans aucun souci. Une vidéo que j'ai faite sur le FI, plutôt un short, où je dis
FIV et alors? C'est le chat qui est atteint du FIV et je parle de ça parce que vous savez que le FIV est souvent une mauvaise nouvelle, hein. On n'aime pas, son chien a le sida du chat, donc le FIV. Nous, on connaît le HIV. H, c'est pour human, F, c'est pour feline. Donc c'est finalement les mêmes virus, sauf qu'il y en a un qui est adapté pour, on va dire, embêter, les humains et puis d'autres, il est adapté pour embêter les félins, donc notamment ici les chats. C'est ça qui nous intéresse et je parle de j'ai fait un short, mais j'ai surtout fait une vidéo où je vous provoque un peu en disant: «Mon chat a le FIV et alors?» Oui, je dis: «Et alors?» parce qu'il y a beaucoup, notamment une étude sur laquelle je me base, où justement on démontre que l'espérance de vie du chat atteint de FIV est normale et donc sans traitement, bien évidemment, sans de trithérapie. Il y a pas de trithérapie chez les chats. Donc c'est vraiment une super bonne nouvelle pour les gens qui ont des animaux qui ont atteint de FIV et cette, dame, commente, hein, Marie, non, c'est pas Marie, c'est, Gilco, désolé pour la prononciation et qui me dit: «Moi, j'ai eu un chat qui avait le sida, il allait très bien, j'ai dû le faire euthanasier, il avait une tumeur au cœur et il avait 13 ans». Oui, donc il a vécu quasi normalement. L'espérance de vie du chat, c'est 14-15. Malheureusement, il a eu un cancer à 13 ans qui est, indépendant de son virus. Donc oui, c'est possible de vivre normalement. Donc encore une fois, si vous avez un chat qui a du FIV, ne paniquez pas et n'allez pas l'euthanasier. C'est vraiment dommage. En se disant: «Oh, le pauvre, il va être malade plus tard». Non, il peut rester la maladie peut rester le virus peut rester latent, il ne développe pas la maladie et il reste sans symptômes pendant un certain, bout de temps, voire parfois, encore une fois, toute sa vie pour vivre normalement. Donc ne pas euthanasier un animal pour moi qui a le FIV, ne pas paniquer. C'est surtout ça, pas paniquer. Parce que quand on panique, on perd ses moyens. Marie-France, je viens d'adopter un petit chihuahua qui a un affaissement de la trachée. Ouais, donc le tuyau qui passe dans la gorge, il s'affaisse. Est-ce que le quatrième produit que vous avez présenté peut être efficace? Donc c'est le produit que je présente dans l'Arpagophytum, solution naturelle pour l'arthrose. J'avais déjà trouvé la moule verte pour cette pathologie et que pensez-vous du bouillon d'os pour ce même problème? Je vous remercie. OK, OK. Le quatrième produit, elle fait référence au Pernacox, selon moi, dans cette vidéo. Heu, a priori, pas de contre-indication, mais je ne vois pas aujourd'hui, l'intérêt de ce Pernacox. Non, je vois pas là forcément l'intérêt du Pernacox, dans ce genre de pathologie. Est-ce que, le collapsus, donc la trachée qui est en train de s'écraser un peu, est-ce qu'on peut toujours avoir des plantes anti-inflammatoires qui aident? Il y a des grandes chances. Donc là, effectivement, le Pernacox, c'est intéressant et qu'on dira Pagophytum. Mais ensuite, est-ce que la moule verte aurait un effet là-dessus? Je pense pas et s au risque de me tromper, je crois que la moule verte, par contre, elle serait intéressante pour l'asthme du chat ou les problèmes respiratoires, il me semble. Là, c'est j'avais déjà vu des papiers passer là-dessus. Mais pour, le collapsus trachéal, j'irai faire peut-être des recherches, surtout si vous recommentez en me disant: «Si, si, j'ai vu qu'il y avait des choses avec la moule verte». Je mais à ma connaissance, ça marchera pas forcément. Ensuite, n'oubliez pas que pour ce problème de finalement de collapsus trachéal, bah, c'est le poids. Moi, je connais bien les animaux, un chihuahua, souvent en surpoids, le chihuahua, hein. Petit chien qui a pas besoin de beaucoup manger, mais qui est gourmand et qui des fois aussi a trop à manger. Le numéro un, c'est le surpoids, clairement. Donc je ne sais pas si ce chihuahua de 4 ans est en surpoids, mais s'il l'est, il doit avoir son poids idéal. Qu'est-ce qui se passe s'il est en surpoids? Tout simplement, l'excès de tissu adipeux, de tissu graisseux, c'est pas forcément dans l'abdomen, c'est pas forcément que dans les hanches, c'est aussi au niveau du cou et ça peut tout simplement venir écraser, la trachée et ça peut accentuer, aggraver l'écrasement. Donc c'est surtout le poids qui est intéressant. Ensuite, vous posez la question du ce collagène. Bah oui, le collagène, c'est tout ce qui est c'est bon pour l'articulation. Donc le bouillon d'os, non, excusez-moi, vous me parlez du bouillon d'os. Le bouillon d'os, ça va être riche en collagène. Donc oui, bien sûr, du bouillon d'os, on peut en donner à un animal pour essayer de limiter les effets de l'écrasement parce qu'on sait qu'on va renforcer la trachée. Donc il y a pas de souci pour le bouillon d'os. Un peu plus, je pense, étonnant pour la moule verte, que je ne ferai pas pour, votre animal, mais perdre du poids, bouillon d'os, je pense que ça peut clairement être une bonne idée. Sylvie, bonjour Mado, votre ah oui, bon, on est sur la vidéo maintenant qui a fait rire, hein, c'est quand je parle du chien en surpoids avec des animaux qui sont assez stressés et assez embêtés par rapport à ça. Bon, je vais pas revenir là-dessus parce que j'ai fait une vidéo où finalement, j'explique que même si l'animal est en surpoids et que je le dis ou qu'on le dit au cabinet en tant que vétérinaire, c'est pas une insulte et c'est vrai que les gens sont souvent vexés lorsqu'on parle de ça et je fais toute une vidéo de 5 minutes parce que, j'ai vexé quelqu'un, à coup sûr.
quand je lui ai dit que son animal était en surpoids. Donc c'est pas le but, mais dites-vous bien que le surpoids, c'est vraiment quelque chose, contre lequel il faut lutter avec, ardeur et assiduité pour avoir son chien ou son chat au poids idéal et pour essayer de le maintenir à ce poids idéal pour limiter, heu, vraiment toute autre pathologie. J'ai un autre commentaire également, donc sans transition, j'ai un commentaire que j'ai eu sur un autre réseau social. Je vais vous le lire et ça parle du silicium organique. Donc c'est quelqu'un qui me dit: «Bonjour, je suis, madame untel. Je me permets de vous envoyer un message pour vous demander des infos sur le silicium organique. Je n'ai rien trouvé sur votre page en ce qui concerne ce complément pour l'arthrose chez les animaux. Bonne journée à vous». OK, bonne journée à vous. Bah, merci, merci. Je sais pas si ce jour-là j'ai passé une bonne journée, mais merci quand même. Silicium, effectivement, donc un oligoélément, essentiel. Maintenant, est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il a été étudié? Franchement, il n'a pas été étudié chez le chien et chat. J'ai fait une recherche, mais je n'ai vraiment rien vu sur le silicium organique et c'est largement, largement aussi très peu, largement très peu, ça veut rien dire, mais c'est très, très peu étudié chez les humains. Il y a peu de données. Il y a effectivement des laboratoires qui le font, et qui le proposent. Il y a quand même des indications qui sont intéressantes d'un point de vue général. On sait que, pour moi, la première indication que j'ai pu lire, c'est surtout l'ostéoporose, mais pour l'arthrose, aussi, mais je trouve qu'il y a vraiment très peu d'éléments. Ça veut pas dire que ça marche pas. C'est ça le piège. Ça veut pas dire que ça marche pas, donc j'ai pas envie de vous dire: «Arrêtez-le, c'est ridicule». Non, ça peut peut-être marcher, mais en tout cas, c'est pas étudié du tout. Il y a un complément par contre qui en contient, qui est détoxifiant, c'est la zéolite. Là, je pense qu'il y a un peu plus de données et j'ai envie de vous dire quelque chose de très important par rapport aux compléments alimentaires parce que là, vous donnez du silicium organique. OK, moi je dis: «Pourquoi pas?» On peut faire que ça et voir si ça marche, mais il y en a plein d'autres. Donc quand on donne ça à son animal, posez-vous la question: «Ouais, mais est-ce que je peux pas faire d'autres choses qui, pour le coup, ont démontré leur efficacité?» Et je le dis toujours, le numéro un, c'est les oméga 3. Si vous faites du silicium organique pendant des années et que vous ne complémentez pas votre animal en oméga 3, là, pour moi, c'est dommage. Pour moi, c'est dommage. En numéro un, les oméga 3 doivent être faits pour aider un animal qui a de l'arthrose. Pour moi, c'est fondamental, c'est en numéro un et tout animal qui a de l'arthrose doit avoir des oméga 3, ça, à coup sûr. Après, on peut faire du collagène de type 2, après on a de la glucosamine, après on a des plantes, mais le silicium organique, peut-être, mais malheureusement, j'ai pas de données, j'ai pas d'infos à vous donner sur son efficacité et je pourrais pas en donner puisque je ne l'ai jamais testé et que je n'ai jamais trouvé d'études qui démontrent ou pas son efficacité. Donc voilà ma réponse à cette dame pour le silicium organique. Voilà ce concept de vidéo. Si vous aimez, partagez, commentez la vidéo. Beto, il sent que c'est fini, me dit bonjour. Salut mon grand, ça va? Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres contenus sur la chaîne Mado aime mes animaux. Merci pour votre soutien. Ciao, ciao.